Voilà, donc bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce webinaire. C'est un webinaire où on a la chance d'avoir la présence de Julie Baudet de BPI France pour nous présenter les appels IDEMO et IDEMO Europe qui font partie du programme d'investissement d'avenir, le PIA. C'est un webinaire donc, qu'on a organisé chez Nextmove, mais qui est également soutenu par les pôles 4 digital et systématique. Donc merci à eux d'avoir aussi relayé l'opportunité. Et encore une fois, merci à Julie Baudet d'être présente pour nous présenter cela. Voilà, sans plus attendre, je vous donne la parole. Bonjour à tous. Déjà, je tiens à vous remercier de m'inviter à ce webinaire. Merci à Vincent, merci à Nextmove d'organiser ce type d'événements qui sont très intéressants pour nous, qui nous permettent de passer de l'information et de vous présenter nos dispositifs. Donc aujourd'hui, c'est IDEMO, mais demain, ça pourra être évidemment d'autres dispositifs, puisque ça va relativement foisonner dans les mois qui viennent. Voilà, donc d'abord je me présente, donc Julie Baudet, moi je suis responsable du pilotage des programmes chez BPI France. Donc BPI France c'est une très grande maison. BPI France il y a deux niveaux, il y a un niveau régional que vous connaissez certainement très bien puisque soit vous êtes une entreprise, vous avez des chargés d'affaires dans ces directions régionales qui sont donc proches évidemment de la domiciliation de votre entreprise. Et qui donc traite vraiment, on va dire, les dispositifs de financement ouverts pour les entreprises de leur création jusqu'à leur transmission, à n'importe quel stade de développement. Et ensuite, vous avez le niveau central, donc pour le coup, la direction de l'expertise, la direction de l'innovation au niveau central, qui là traite finalement les dossiers des entreprises de toute la France et qui ont des appels à projets spécifiques type IDEMO, mais vous connaissez aussi sûrement le concours innovation, ILAB, ou même tous les appels à projets qui découlent de ce qu'on appelle les stratégies d'accélération. Donc voilà, donc nous, donc mon équipe, elle vient vraiment traiter ces programmes-là. Et le but, en fait, c'est de vous présenter ces dispositifs qui sont assez spécifiques, puisque, comme vous le voyez là en début de présentation, ce sont des dispositifs qui sont à la décision de l'État. Voilà. Donc ça, c'est très important, c'est vraiment la différence qu'il y a avec tous les autres dispositifs BPI France. La décision vient de l'État, et nous, BPI France, on opère pour le compte de l'État ces appels à projets. Donc c'est le cas d'IDEMO, c'est important, vous le verrez dans ce que je vais vous présenter en termes de processus de sélection. Alors IDEMO, c'est quoi? IDEMO, c'est un appel à projet qui est très large et qui vient financer des projets de R&D, des projets d'innovation, mais sur toutes thématiques confondues. C'est ça la spécificité d'IDEMO, c'est qu'on appelle ça un appel à projet générique, qui est bottom-up. On vient vraiment financer l'innovation, un peu quelle que soit la thématique. J'y reviendrai, ça commence à se préciser, mais en fait, c'est vraiment ça. Et avec une très forte composante, 1, innovation de rupture, 2, il faut qu'il y ait absolument un impact et des retombées économiques fortes, avec des visées industrielles. Vraiment, l'idée, c'est, vous venez présenter un projet de R&D, mais vous avez une vision stratégique, vous avez vraiment une vision industrielle derrière. C'est vraiment la mise sur le marché qui va venir nous intéresser, même si on ne la finance pas. On ne finance pas la commercialisation, mais on va venir financer jusqu'à l'industrialisation. Et vous avez une composante très importante, c'est l'impact sur la transition écologique et énergétique. Voilà. Donc ça, c'est des éléments qui sont très importants pour IDEMO, mais en tout cas, on vient, si on parle en TRL, et si vous êtes familier un peu avec l'échelle TRL, on est capable dans IDEMO d'aller financer des projets d'une TRL, on va dire 3-4, jusqu'à une TRL 8. Donc évidemment qu'on peut faire moins que ça, mais en tout cas, c'est l'idée. On est très très large. Et la nouveauté très spéciale d'IDEMO, comparée à ce qu'on appelait avant le PSPC, que vous connaissez peut-être puisqu'on venait financer la R&D collaborative, on vient avec IDEMO financer des projets individuels. C'est-à-dire qu'on est capable de venir financer un projet d'une entreprise seule, qu'elle soit PME, ETI ou même grand groupe. Type de projet attendu. Donc comme je vous l'ai dit, individuel ou collaboratif. On a une taille minimum de projet. Ça, c'est vraiment un point important. Donc, soit on est sur 2 millions dans des projets individuels, soit on est sur du 4 millions dans des projets collaboratifs. Ensuite, on vient financer des projets, donc, comme je vous ai dit, de R&D. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient financer la recherche industrielle et le développement expérimental.
Donc ça, ce sont des thèmes, ce sont des termes, on va dire, un petit peu techniques, mais l'idée, c'est qu'en fait, on vient financer toutes vos dépenses de recherche et de développement que vous connaissez, que ce soit après, on va dire, tout ce qui vient jusqu'avant le prototypage, hein, donc ce que je disais, la TRL 3, 4 jusqu'à 6, hein, l'avant-prototypage, et après tous vos tests, vos qualifications, vos développements, qui nécessitent moins, on va dire, de saut véritable de connaissances. C'est ce qu'on appelle le développement expérimental. D'accord? Et on s'arrête vraiment avant l'industrialisation. On ne vient pas financer de l'investissement avec IDEMO. Qu'est-ce qu'on vient financer? Quasiment toutes les dépenses, c'est-à-dire du salaire du personnel, de la sous-traitance de R&D, la contribution aux amortissements. On vient également financer des frais forfaitaires, hein, qu'on prend habituellement toujours 20% de vos dépenses de personnel, et ça fait un lot, on va dire, forfaitaire de frais généraux. Ça, ce sont les dépenses qui sont éligibles. Et ensuite, on applique à ces dépenses-là des intensités d'aide, les taux d'aide, en fonction de la taille de votre entreprise, de son CA et de son bilan. Donc, vous avez une classification, soit vous êtes PE, ME ou ETI et grand groupe, c'est la même chose au niveau européen. Si vous êtes dans une collaboration effective, c'est-à-dire si vous êtes dans un consortium qui est équilibré en termes de dépenses, hein, donc il n'y a pas une entreprise qui a plus de 70% des dépenses, ou alors si vous êtes avec un organisme de recherche, il a au moins 10% des dépenses, il a au moins 10% du budget, d'accord? Dans ce cas-là, vous avez une petite majoration, une majoration hein, quand même de 15 points sur vos intensités d'aide. Donc voilà pour la recherche industrielle et le développement expérimental, je vous expliquer ce que c'est. Et quand on a un organisme de recherche qui vient, lui c'est un peu plus simple on va dire, soit il est financé sur la totalité de ses coûts additionnels, hein, ce qui vient en addition de ce sur quoi il est déjà financé, 100% des coûts marginaux on appelle ça, ou alors on prend la totalité de ses coûts, c'est-à-dire y compris ses salaires de permanent, et dans ce cas-là on n'en prend que 50. Voilà. Quand est-ce que les dépenses sont éligibles? Ça, c'est très important parce que c'est vraiment un point un peu spécifique à IDEMO. IDEMO, vous allez voir, on a un process de sélection en 2 temps. D'abord, vous allez faire un pré-dépôt avec seulement une présentation PowerPoint, donc une présentation PowerPoint fournie, évidemment, hein, avec beaucoup d'éléments et beaucoup d'items à l'intérieur. Mais quand même, on ne vous demande pas la totalité de vos prévisionnels économiques, de vos éléments administratifs. D'accord? Donc, c'est une facilité sur un pré-dépôt. Nous, l'État va prendre une première décision sur votre dossier à ce niveau-là. Et s'il nous donne un go pour aller plus loin, là, on vous demande de préparer un dossier complet. Et ce qui est important, c'est que vos dépenses, elles sont éligibles à partir du lendemain du dépôt du dossier complet. Donc, c'est vraiment dans cette deuxième phase. Ça, c'est important parce que dans la plupart de nos autres appels à projets, on demande un dossier complet dès le départ. Donc, l'avantage, c'est que du coup, on fait partir la date de dépense dès le départ, mais ça demande un énorme travail, un énorme travail en amont avec absolument pas l'assurance d'être retenu. Là, déjà, c'est pas garanti à 100%, mais on a éliminé une énorme partie de la présélection avec ce processus IDEMO. Qu'est-ce que vous obtenez comme aide avec IDEMO? Donc, on a vu les taux d'aide ici, on a vu l'intensité de votre aide. Ensuite, il y a la modalité de l'aide, c'est-à-dire sur quelle forme l'aide vous est accordée. Pour rendre quelque chose. Si on se met en ordre de marche, il ne faut pas qu'on se trompe et que voilà. Donc, du coup, cette aide, elle est toujours un mix entre subvention et avance récupérable. Subvention facile, l'avance récupérable, c'est un concept de vous avez une aide, si le projet est en échec, effectivement, ça va se transformer en subvention, mais si c'est un succès, l'État est intéressé pour récupérer en fait cette partie d'avance. Quand on est dans IDEMO, on a soit jusqu'à 75% de subvention et donc forcément 25% d'avance récupérable si vous êtes dans un projet qui est majoritairement recherche industrielle, donc ce que je vous disais au départ, hein, donc c'est si vous êtes plutôt amont dans la recherche, hein, donc avant la TRL 6 on va dire, et si vous êtes au contraire, votre projet est plus proche du marché en majorité, hein, et qu'il est plutôt dans des TRL un peu plus élevés, dans ce cas-là vous avez jusqu'à 60% de subvention et donc 40% d'avance récupérable. Ça, c'est décidé au moment de l'instruction, mais ça vous donne quand même une idée de la forme de l'aide, qui est quand même, dans tous les cas, majoritairement en subvention.
Et ensuite, avec BPI-France, vous faites la totalité, on va dire, de la contractualisation. Votre contrat d'aide, il est passé avec BPI-France. Il y a un suivi des projets qui se fait avec BPI-France. On fait toujours une avance sur trésorerie au début du projet, hein, qui est en général maximum de l'ordre de 25% de l'aide. Et après, on a toujours un solde qui est aux alentours de 20%. Et après, on regarde avec vous, par rapport à votre projet, comment son avancée et comment se caler au mieux avec vos besoins en termes de trésorerie. La différence entre IDEMO et IDEMO Europe, elle est finalement très simple. Soit vous êtes dans un cas où en fait vous allez chercher votre financement national, mais vous avez besoin, ou vous avez vu qu'il y avait un financement complémentaire possible à travers un appel à projet européen. Dans ce cas-là, vous avez la solution. Soit vous présentez deux assets distincts, c'est-à-dire que vous avez des dépenses qui sont financées par le national et vous avez d'autres dépenses qui sont financées par l'européen. Dans ce cas-là, vous postulez à IDEMO. D'accord? Vous postulez à IDEMO et la seule chose, c'est qu'effectivement, nous, dans IDEMO, on va vous demander de nous montrer un peu quel est le projet européen qui est déposé par ailleurs, donc parce que nous, ça nous aide un peu à avoir une vision vraiment globale de votre projet. Donc dans ce cas-là, vous nous transmettrez l'annexe technique et comme ça, nous, on regarde bien que justement les assiettes sont bien distinctes et que ça participe à un projet un peu plus global, à une stratégie cohérente de votre entreprise. Et il y a un point qui est très important, c'est que si vous avez un avis négatif au niveau européen, ça arrête en fait le processus IDEMO. Ça, c'est quand vous avez deux assets distincts. Si, à contrario, vous voulez en fait présenter le même projet, c'est-à-dire la même assiette de dépenses, à la fois sur du national et sur de l'européen, pour avoir deux types de financement sur la même assiette. Dans ce cas-là, il faut postuler à travers l'appel à projet IDEMO Europe. Et comment on fait? Il faut faire tenir les processus de sélection en parallèle. C'est-à-dire que vous faites votre dépôt IDEMO qui soit en concomitance avec le dépôt européen. On a une latence de 1 mois, donc ça peut être d'abord le dépôt européen puis IDEMO, ou vice-versa. Dans tous les cas, évidemment, il faut nous prévenir, mais on essaie de faire tenir les deux processus en parallèle. Sinon, et ce que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau des critères, c'est les mêmes. Typologie de projet attendu, ce sont les mêmes. Les critères de sélection, ce sont les mêmes. Tout est pareil, c'est vraiment une question, on va dire, un peu technique. Et ça ne comprend pas, évidemment, les appels à projets européens qui ne donnent pas lieu à du financement, type les clusters Eureka. Vous avez seulement des labels. Dans ce cas-là, vous allez sur IDEMO parce qu'en fait, il n'y a pas de financement complémentaire. Il y a juste un label européen. Les critères de sélection, donc, ils sont les mêmes, hein, IDEMO, IDEMO Europe. Donc, du coup, ce sont ceux-ci. Ce sont les critères classiques, on va dire, des projets de R&D. Est-ce que le consortium est capable de porter le projet? Est-ce que le projet est tout à fait innovant et qu'il a une valeur ajoutée par rapport à l'état de l'art? Est-ce qu'il est stratégique pour le chef de file et les entreprises derrière? Est-ce que tout ce qui est performance environnementale, impact sociétal, impact économique, impact social a bien été vu par le projet? Et bien traité par le projet et effectivement est bien vérifiable par les résultats du projet. Et évidemment, tout ça est-il bien fait en cohérence avec la situation financière de chacun des partenaires? Ce sont des critères classiques avec vraiment, j'allais dire, un gros focus sur l'impact. Dites-vous que l'impact, il est à la fois économique, il est numérique, il est sociétal, pardon, il est environnemental, et ça, c'est ça qu'il faut montrer au jury, que le projet a un impact multiforme. Sur le processus de sélection, j'ai commencé à en parler, mais on vient le voir en détail. Donc, BPI France, on est là pour vous aider dans le montage du projet. Donc, évidemment, on fait ça aussi en lien avec le pôle de compétitivité, hein. Donc, il y a cette partie de montage où on peut faire des réunions informelles avec les porteurs. On s'assure bien que vous êtes dans les clous. On s'assure bien que votre présentation de PowerPoint, elle est claire et puis elle est audible pour tous. Donc ensuite, vous déposez selon un calendrier qui vous est indiqué. Hein. On a des relèves qui sont tous les mois. À la suite de ce dépôt-là, on a une présélection qui se met en place. Donc, on a un filtre qui fait qu'après, on vous invite ou non
en audition. Donc, il y a un premier fil. L'audition, elle n'est pas systématique sur IDEMO. Il y a vraiment un premier fil de présélection qui est fait. Ensuite, vous êtes invité à présenter votre projet en audition. Vous êtes invité à répondre à des questions du jury qui est composé à la fois de BPI France, de ce qu'on appelle les PQ, sont des personnalités qualifiées, des personnes de la société civile qui sont soit spécialistes de votre secteur, soit un petit peu des gens qui sont habitués à monter des projets dans l'industrie ou dans les affaires de manière générale, dans le business, et évidemment les BPI France. Donc vous passez cette audition-là, et après donc, vous avez ce deuxième filtre de présélection où on vous dit si oui ou non vous allez devoir préparer le dossier complet. Là, on vous laisse un dossier complet, enfin, on vous laisse un délai pour pouvoir faire ce dossier complet. En général, c'est maximum 2 mois, mais vous pouvez être prêt avant si vous le souhaitez. Et là démarre l'instruction du projet, donc avec BPI France, qui vient regarder dépense par dépense, qui vient effectivement challenger votre projet sur les aspects techniques, sur les aspects économiques, et on vient faire une proposition d'aide à l'État qui, in fine, va faire ce troisième filtre de sélection qui va décider ou non de la décision de financement. On arrive en décision de financement et ensuite on a l'étape de contractualisation avec vous. Pareil, qui est un peu timé, mais qui nous permet d'aller vite aussi pour vous. Voilà. Juste un point un peu spécifique sur le calendrier IDEMO. Les relèves sont fixes. Là, vous avez des dates d'audition. Très honnêtement, ces dates d'audition, elles sont en train de changer. Elles peuvent être plutôt décalées dans le temps, c'est-à-dire reportées. En général, c'est plutôt 1 semaine de plus. Mais tout ça est en cours de validation et on publiera évidemment le nouveau calendrier IDEMO dès qu'il sera prêt sur la page internet. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Au départ, je viens déposer une présentation pour mon audition. Je m'inscris sur une plateforme extranet. D'accord? Et ensuite, si mon dossier est présélectionné par l'État, à ce moment-là, je viens déposer la totalité des documents de mon projet, c'est-à-dire une annexe technique version Word détaillée, des grilles d'impact environnemental, j'ai noté, mais honnêtement, l'impact, il est, comme je vous ai dit, économique, sociétal et numérique. Vous présentez les coûts, c'est la base de données budgétaire, combien coûte votre projet, quels sont les partenaires, excusez-moi, qui fait quoi dans le consortium. Si vous avez des lettres de soutien ou un label du pôle, vous le déposez également. Et ensuite, vous avez plusieurs documents économiques, documents administratifs qui nous permettent de s'assurer de la solidité financière des projets. Dans tous les cas, quand vous êtes en montage IDEMO, il ne faut pas hésiter à nous faire un mail à IDEMO, pardonnez-moi, pour qu'on puisse savoir que vous êtes en train de monter le projet, regarder avec vous si ça rentre bien dans les clous et vous accompagner. C'est vraiment important, avant le dépôt, on fait cet accompagnement-là. Merci beaucoup, Julie. Voilà pour la présentation. Merci beaucoup pour votre attention et puis je suis disponible pour les questions du coup. C'était très clair, merci. Je vais commencer par prendre la question qui est dans le chat de Olivia Penas. Qui dit « Bonjour, combien de partenaires maximum, grands groupes, ETI, PME académiques pour les IDEMO collaboratifs ?» Combien de, excusez-moi, désolé, je pense. Combien de partenaires maximum, entre parenthèses, grands groupes, ETI, PME académiques, pour les IDEMO collaboratifs? Ouais. Alors, disons qu'on a une recommandation. Nous, on estime que c'est bien de se limiter à 5-6 partenaires, mais c'est une limite qui est indicative. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne va pas rejeter votre projet parce qu'il y a plus de partenaires, mais on a vu au fur et à mesure du financement des projets collaboratifs que clairement, un projet a beaucoup plus de chances de succès quand il est à 4-5 partenaires qu'à 10 partenaires. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous dit vraiment de resserrer vos consortiums un maximum. On est capable de vous proposer... Quand on est en instruction, bon ben voilà, ce partenaire-là, on peut le passer en sous-traitance parce que celui-ci, le partenaire, il a les épaules pour porter son assiette, etc. Donc, on est capable de restructurer vos projets quand on est en instruction, avoir à l'esprit que, honnêtement, si vous voulez que votre projet réussisse, qu'il avance, que ce soit simple en coordination,
faut essayer de se limiter à 6 partenaires. Après, vous venez avec 7 parce que vous nous dites que oui, ben moi, absolument les 7, parce que les cœurs de compétences, parce que telle justification, etc. Évidemment, on ne va pas rejeter votre projet. Mais il faut vraiment essayer de rationaliser les consortiums. Et franchement, 10, c'est énorme. Voilà. Ok, parfait. Alors, je vois que Lionel lève la main. J'en profite pour dire que c'est la bonne pratique. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour que je vous passe la parole. Lionel, c'est à vous. Oui, bonjour, Lionel Mansoupi, chargé d'affaires innovation au sein d'une agence de développement économique. J'avais une question sur la forme des aides. Pour bien comprendre, on est bien sur des aides mixtes, c'est-à-dire que subventions et avances récupérables en fonction des TRL. Tout à fait. D'accord, c'était ça. On n'est pas sur soit subvention, soit R, soit les deux. On est sur un mix global comme sur les AAP filières qu'il y avait auparavant au PIA3, quoi. C'est exactement ça. Le principe, c'est le mixte. Donc déjà, c'est le mixte. Et après, la clé de répartition, elle s'impute sur, on va dire, la majorité de la TRL. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, on va regarder toutes vos dépenses. On va les classer. Celle-ci, elle est RI, celle-ci, elle est DE. Et clairement, on va regarder à combien majoritairement le projet est orienté. Si par exemple, vous avez 2 millions d'euros de dépenses et que vous avez 500 000 de dépenses en RI et 1,5 million de dépenses en DE, bah, clairement, on va vous classer dans le majoritairement DE. Et du coup, à ce moment-là, on vous mettra jusqu'à 60% de subvention et 40% d'avance récupérable. Dans tous les cas, il faut quand même retenir que là, je vous parle de jusqu'à, parce que ces taux-là, les intensités d'aide d'ailleurs, c'est toujours du max. L'État peut décider, parce que votre projet, il va le trouver peut-être moins risqué que la moyenne, il va décider d'augmenter la part d'avance récupérable parce qu'il estime qu'il est suffisamment dérisqué. A contrario, vous présentez un projet très risqué, il va pouvoir se dire non, bah là, je vais aller à mon taquet dessus. Merci pour vos précisions. Une dernière question du coup. Donc, si j'ai bien compris, la maturité de l'innovation, donc vos TRL, c'est en fonction des dépenses. Et c'est ça, hein, c'est-à-dire que vous allez identifier... Quand je vous mets recherche industrielle, développement expérimental, je ne peux parler que de dépenses. D'accord, parfait. Parfait. Donc, ça sera une analyse sur le budget et sur les verrous technologiques, quoi. Enfin, les verrous à lever, tout ça. Exactement, vous avez tout compris. En fait, l'analyse, on l'a fait à travers ce qu'on appelle la base de données budgétaire. Cette base de données budgétaire, c'est le devis, en fait. Ce sont les coûts. Et nous, sur chaque coût, on va le classer. On va dire, bah, celui-ci, c'est de la recherche industrielle parce que ça permet le prototypage. Ça, c'est du test, c'est de la qualification. Je le range dans DE. Et en fait, on va classer toutes vos dépenses et comme ça, on va avoir une vision du projet en termes de dépenses. Forcément, c'est les dépenses. Vos dépenses, c'est le projet. Hein. Oui, non, mais est-ce que vous faites le lien entre la phase, enfin tout ce qui sert à la recherche industrielle que vous allez classifier et vous allez mettre ça en corrélation avec les dépenses et là vous aurez une assiette éligible, si je comprends bien. Oui, c'est ça, une assiette qualifiée. D'accord, ouais, non, mais c'est bon, j'ai compris, voilà, ok. Je croyais que vous parliez essentiellement que des dépenses, mais j'ai compris le mécanisme. Merci. Je vous en prie. Merci. Alors, je vais prendre les questions qui sont dans le chat. De toute façon, on va avoir le temps de répondre à tout. Philippe nous demande 2 choses. Quel est le niveau technologique attendu? Avez-vous des exemples à nous partager? Et le projet doit-il nécessairement avoir une application industrielle, au sens industrie, automobile, aéro? J'ai un peu du mal à comprendre la question, mais... Philippe, si vous voulez prendre la parole pour poser ces questions, je vous en prie. Parce que application industrielle auto-aéro, non. Enfin, pas que. Enfin, sauf si... Enfin, peut-être que la personne parle vraiment des secteurs. Moi, je disais au départ qu'il est générique. Donc déjà, c'est bottom-up, c'est tous les secteurs. D'accord? Effectivement, on l'a visé industriel. Après, ce qui est non industriel, je veux bien peut-être des exemples. Parce que... Bonjour, un exemple précis, ça serait de travailler sur un secteur de service plutôt que industriel. Non, vous pouvez. Hein. IDEMO, ça s'adresse aussi effectivement à des services. Je veux dire, nouveaux services, hein, comme je vous les ai écrits ici, vous avez de nouveaux produits et de nouveaux services. Hein. Donc, non, excusez-moi, je n'avais pas compris ce que vous vouliez
parler de ça, effectivement. Très bien. Et par rapport au niveau technologique attendu? Alors, vous me parlez du niveau TRL, par exemple ou... Oui. Ouais, donc c'est ce que je disais aussi. En niveau TRL, si vous voulez, on est capable de venir financer de 3, 4 jusqu'à 8. Vous pouvez venir avec un projet qui est très amont, c'est-à-dire vous commencez en 4, vous finissez en 6 au niveau de votre prototypage. C'est éligible. Mais vous imaginez bien que si vous me dites qu'en 5 ans, parce que les projets IDEMO, ils peuvent être longs. Donc, on est capable d'aller plus loin que ça. Donc après, vous pouvez vous cantonner à des TRL qui vont pas plus loin que le prototypage. Vous serez challengé quand même sur OK, pourquoi pas après. Mais on n'attend pas forcément une TRL 8 obligatoirement. Je ne sais pas si ça vous aide ce que je vous dis, mais on est très ouvert. IDEMO, le but, c'est de faire de la R&D, c'est de faire de l'innovation de rupture. Et nous, on aime bien que ça aille jusqu'au marché. Donc, on va apprécier un projet qui va jusqu'en TRL 7-8. Mais si dans votre secteur particulier, vous ne pouvez pas atteindre cette TRL-là dans des temps qui sont définis par IDEMO, ben, on comprendra, on s'adaptera, on fait du cas par cas. Oui, très bien. Et est-ce qu'on s'attend à utiliser des solutions d'intelligence artificielle, un niveau de techno qui est élevé? Qu'est-ce qu'on entend par rupture? Comment on peut le quantifier? C'est le niveau d'innovation, vous voulez dire. Quel est le niveau d'innovation? Alors, honnêtement, le niveau d'innovation, c'est qu'il faut prouver que vous avez des verrous technologiques et des verrous réglementaires par rapport à l'état de l'art. Voilà. Donc, moi, c'est-à-dire que moi, ce que je vérifie quand vous êtes intéressé par IDEMO, c'est qu'il y en a, c'est que vous avez conscience de ce que c'est un verrou et que pour vous, vous avez étudié l'état de l'art et que vous constatez que oui, il y a des verrous qui peuvent être soit techno, soit réglementaires, les deux évidemment. Et après, ça, c'est vraiment typiquement le genre de question qu'on regarde en bilatéral avec un expert de votre secteur qui, lui, connaît l'état de l'art de votre secteur et qui va vous dire si oui ou non, il sent que ce sont bien des verrous, qu'il y en a suffisamment et qui sont suffisamment étayés pour convaincre le jury. Mais votre question, elle est déjà très précise. Elle va vraiment dépendre du secteur dans lequel vous êtes, de votre projet in fine et de la forme de votre projet, si c'est individuel ou collaboratif. Vous voyez? Donc, il faut qu'il y ait des verrous. Donc un verrou, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas la solution sur étagère pour pouvoir le régler. Ça, c'est clair. Et après, la quantité des verrous et leur qualité, elle est forcément regardée au cas par cas dans votre projet en bilat avec un expert de votre secteur. Ok, donc là, il ne faut vraiment pas hésiter à prendre contact avec nous. Ok, très clair. Okay. Ça répond à votre question? Oui, merci. Okay, merci Philippe. Alors, on a une question de Hakim qui suit. Je ne vais pas prendre la première question de Hakim, je vais plutôt prendre la dernière parce qu'elle fait écho à ce qui a été dit. Donc, je la redis, même si vous avez un peu commencé à y répondre là. Qu'entendez-vous par verrou réglementaire? S'agit-il de verrous censés être levés pendant et par le projet? S'agit-il de verrous qui pourraient être levés a posteriori grâce aux résultats du projet? Auriez-vous des exemples concrets à donner? Non, alors, vraiment, quand je parle de verrou réglementaire, c'est une action du consortium ou du porteur, des porteurs, on va dire. C'est-à-dire que vraiment, vous considérez qu'il y a un verrou réglementaire, mais qui a une action qui n'est pas que externe, c'est-à-dire qui ne dépend pas que, par exemple, des pouvoirs publics. Et effectivement, c'est grâce au projet et à ses résultats que vous allez réussir à les lever. Après, honnêtement, je suis honnête avec vous, j'ai vu très peu de projets où il y a uniquement des verrous réglementaires à lever. Voilà, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur ça. Voilà. D'accord. Alors, je vais finir sur la question de Hakim Feria. Je pense que clairement, sur IDEMO, il faut avoir des verrous techno. D'accord. Après, c'est pas rédhibitoire, c'est pas obligatoire. Mais pour le coup, en plus, je préfère parler in concreto, c'est-à-dire que je veux bien voir un projet dans lequel il n'y a que des verrous réglementaires et dans lequel il y a vraiment de l'innovation de rupture proposée. Parce que
voilà, je veux bien un exemple concret, quoi. Et regarder vraiment le projet avec la personne. D'accord, alors je finis sur la question d'Hakim Feria. Du coup, les coûts de personnel en recherche industrielle, développement expérimental, point d'interrogation, cela va dépendre de leur tâche? Oui, tout à fait. Ça va dépendre en fait de à quelle tâche, à quelle sous-tâche, à quel lot ils sont, ils appartiennent, quoi. Ouais. D'accord. Une dernière. On classe par lot, en fait, si vous voulez. On classe par lot, on classe par tâche, et on essaie de voir justement quelle est quelle est la qualification de la dépense qu'on met dessus. Ouais. Alors, une dernière question d'Hakim Feria, et du coup, je vais la lier à celle d'Olivia Pénas, parce que ça concerne les académiques. Est-ce que le consortium peut comporter plusieurs partenaires académiques? Oui. Et y a-t-il une part maximum d'académiques sur le montant du budget ou de l'aide? Ou sur l'aide, pardon, sur le montant du budget ou sur. C'est une très bonne question. Donc oui, il peut y avoir plusieurs académiques, et vous constaterez qu'il y a une évolution en fait qu'on a mise en place par rapport et au FUI et au PSPC et au PSPC région, dans lequel effectivement il y avait une part maximale d'aide qui était de 30% et qui devait être pour les académiques. Aujourd'hui, dans IDEMO, il n'y a pas cette règle-là. Après, très honnêtement, on s'accorde une souplesse en retirant cette règle. Vous nous présentez un projet qui est à 90% économique, qui ne sera pas retenu. Voilà, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que IDEMO, c'est avant tout pour le développement des entreprises industrielles. Donc, en fait, il n'y a pas cette règle stricto sensu des 30%, mais évidemment que l'équilibre budgétaire, la répartition entre le monde industriel et le monde académique, il est regardé dans IDEMO, et que du coup, il faut faire quelque chose d'équilibré. Voilà. Parfait. Alors, toujours sur cette question implicite, on peut mettre des académiques, mais vraiment, l'idée de fond est vraiment de soutenir les entreprises. Une question de Patrice Rosier qui demande, on peut faire les deux bien sûr, mais a-t-on moins de chances d'être retenu sur un projet individuel plutôt que collectif, surtout si on est une start-up? Voilà. Non, il n'y a pas de moins de chances d'être retenu entre l'individuel et du collaboratif, mais la question va plus loin. C'est la question de la start-up. La start-up, la seule chose qu'on va regarder, c'est quelles sont les épaules pour pouvoir porter le projet seul, et ce jusqu'au bout. Là, vous avez compris que, en fonction de la taille d'entreprise, nous, on vient mettre une intensité d'aide, mais elles ne sont jamais de 100%. Donc, par définition, il va falloir apporter de l'argent privé, alors qui peut provenir d'un prêt, hein, c'est pas la question, mais en tout cas privé, pour pouvoir finaliser le projet. Et nous, le but, et là pour le coup BPI France, on va regarder la cohérence du plan de financement, on va regarder si, quand l'État vient mettre 70%, bah, qu'il y a bien les 30% qui existent quelque part pour pouvoir que le projet ait vraiment lieu. D'accord? Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que, comme je vous ai dit, on vous alloue une aide. Cette aide, elle n'est jamais de 100% des dépenses. Très bien, c'est clair. On vient faire une avance sur trésorerie, qui est en général maximum de 25%. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde que ce qu'on vous verse en avance sur trésorerie, vous ayez l'équivalent, au moins l'équivalent en fonds propres, pour s'assurer que vous pouvez bien faire votre projet, non seulement avec l'avance sur trésorerie, mais aussi avec de l'argent de l'entreprise. Et à chaque versement, on vient se poser avec vous, et pareil, on vous fait le versement en regardant que vous ayez au moins l'équivalent en fonds propres, non pas seulement du versement en question, mais du versement plus ce qui a été fait avant. C'est ce qu'on appelle l'aide versée en cumulé. On fait ça à chaque fois. Pourquoi? Pour qu'à la fin du projet, quand on vient vous verser le solde, vous ne soyez pas à sec pour pouvoir industrialiser. Je ne sais pas si c'est clair, cette notion de... Si, bonjour, Patrice Rosier, c'est moi qui avais posé la question. La question, c'était de savoir si finalement, si vous appliquiez la règle des 1 pour 1 en termes de fonds propres, etc. Voilà. Donc justement, on applique. Donc si vous m'avez bien suivi, si j'expliquais clairement,
on n'applique pas la règle des 1 pour 1, puisque c'est vraiment l'aide versée en cumulé, donc c'est un peu plus souple que le 1 pour 1. En revanche, effectivement, on s'assure quand même que vous ayez des fonds pour pouvoir, faire le projet dans sa totalité, et 2, que vous ne soyez pas à sec en fin de projet et que vous ne puissiez pas industrialiser, parce que là, on serait juste tous perdants. Ouais, je parlais tout simplement d'une startup qui avait procédé à une levée de fonds juste avant, en fait. Pas de problème. Ça, c'est bon pour nous. D'ailleurs, juste avant ou pendant, parce que nous, on est capable aussi que vous veniez déposer un projet IDEMO, et à ce moment-là, vous n'avez pas les fonds. Donc, nous, on dit, bon, bah, le projet est hyper intéressant, la boîte, elle a le cœur de compétences, mais elle est un petit peu ric-rac, etc. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On est capable de vous mettre une condition de levée de fonds avant le premier versement, c'est-à-dire que l'État décide l'aide sur votre entreprise, et après, vous avez votre levée de fonds, et quand vous l'avez vraiment effectué, à ce moment-là, on lève la condition et on peut vous verser. Donc en clair, ça veut dire que même au niveau du dépôt du projet, du dépôt du dossier complet, même au niveau de la décision de financement, vous pouvez ne pas avoir fait cette levée de fonds, mais nous, on vient vous mettre, et même en contractualisation, hein, vous pouvez contractualiser avec BPI France, vous n'avez pas encore fait votre levée de fonds, en revanche, on viendra vous faire le premier versement qu'à l'issue de cette levée de fonds. Ok, donc c'est pour ça qu'on n'est pas du tout dans le 1 pour 1 que, à mon avis, vous connaissez très bien au niveau des aides régionales. Ok, nous, on est quand même au niveau national beaucoup plus souple par rapport à ça. Ok, merci. Je vous en prie. Alors ensuite, on a une question de Victorine Colli, donc qui va nous permettre de peut-être de repréciser quelque chose, juste pour reclarifier, j'aurai la réponse, mais je vais vous laisser Julie sur si pour le moment je n'ai pas d'aide européenne, puis-je postuler à IDEMO ou IDEMO Europe? Si oui, auquel dois-je postuler? Alors, ça dépend si il y a eu des financements qui ont été, comment dire, est-ce qu'il y a un appel à projet qui a été identifié? Premièrement, alors s'il n'y en a aucun qui a été identifié, ben, on va sur du IDEMO et puis voilà. S'il y a un appel à projet qui est identifié, ben, il faut absolument nous en parler parce que nous, on va comprendre si c'est un financement complémentaire à la clé, si on peut le mettre sur la même assiette, si au contraire il faut 2 assiettes différentes. Donc du coup, si l'appel à projet il est identifié, il faut nous le dire à BPI France et on va voir où est-ce qu'on vous fait postuler en fonction de ça. Ok. Et si il est au-delà d'être identifié, c'est-à-dire qu'il y a même un dossier de demande qui a été fait, mais vous n'avez pas encore obtenu les fonds, là, il faut aussi nous le dire très très vite. Et soit on peut faire coordonner les processus de sélection en parallèle, et dans ce cas-là, on le voit avec vous. Comme je vous ai dit, si c'est la même assiette, on passe à travers IDEMO Europe. Si c'est des assiettes distinctes, on passe sur IDEMO classique. Mais dans tous les cas, il faut bien que vous ayez conscience que IDEMO et IDEMO Europe, il n'y a rien de différent, en fait. Hein. C'est les mêmes personnes au jury d'audition, c'est les mêmes personnes au comité de pilotage, sur les mêmes critères de sélection. La seule chose, c'est qu'on a ce contournement un peu par rapport à une règle qu'on avait sur la provenance et la ressource des fonds. Mais dans tous les cas, s'il n'y a pas d'aide européenne, il faut juste nous dire, est-ce que vous avez identifié l'appel à projet européen? Est-ce que vous avez déposé un dossier de demande? Ou est-ce qu'il n'y a rien du tout? Mais il y a plein de cas de figure, en fait, là, pour le coup. Alors, une dernière question avant de passer la parole à Alex. Les projets automobiles peuvent-ils candidater directement à IDEMO ou doivent-ils toujours passer systématiquement par le Coram? Ouais, c'est une très très bonne question. Donc, IDEMO, c'est un appel à projet générique, c'est-à-dire bottom-up. IDEMO, il vit à côté d'autres dispositifs qui, eux, sont thématiques, comme le Coram par exemple. Mais le Coram, il n'est pas ouvert tout le temps. Il est ouvert régulièrement, cela dit, mais il n'est pas ouvert tout le temps. Donc, en priorité, si l'appel à projet Coram est ouvert et que ça correspond à votre calendrier, il faut aller sur du Coram. En revanche, si l'appel à projet Coram est fermé, et que vous n'avez pas la visibilité parce que vous n'êtes pas le Premier ministre et que du coup, vous ne savez pas si ça allait être réouvert, évidemment, vous allez postuler à IDEMO. Mais il est possible que le comité IDEMO, le comité étatique interministériel IDEMO, dise ben, ce projet-là, c'est du pur Coram. Moi, je sais que le Coram, il va réouvrir à telle date, etc. Et à ce moment-là, on oriente votre projet
vers le Coram. Mais c'est transparent pour vous parce qu'on essaie de le faire dans des échelles de temps qui sont cohérentes avec votre projet. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, que ce soit le Coram ou IDEMO, c'est de toute façon géré dans mon équipe. Et il n'y a pas de... on ne va pas perdre votre dossier, quoi. Voilà, mais en priorité, si le Coram est ouvert, il faut aller au Coram. Honnêtement, ce sont les mêmes conditions financières, donc voilà. Et en revanche, si le Coram est fermé, vous n'avez pas de visibilité, ben, déposez à IDEMO, et c'est notre travail à nous, clairement, de savoir si on vous réoriente ou pas. Voilà. Parfait, je vais passer la parole à Alex Moub, c'est à vous. Oui, bonjour. Est-ce que des études d'ingénierie pour dimensionner un process industriel rentrent dans l'assiette éligible ou pas? Oui. Ben, en tout cas, la manière dont vous me le décrivez, a priori, oui. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de dimensionner un process industriel innovant. J'ai bien compris que les CAPEX et OPEX n'entraient pas dans les assiettes, mais on a encore, a priori, 6 à 7 mois d'études d'ingénierie à financer. Donc ça peut rentrer dans l'assiette. Ouais, ça peut rentrer dans l'assiette. Dans tous les cas, moi, le conseil que j'ai à vous donner, bon, tout en restant cohérent avec votre capacité financière, parce que forcément, comme vous l'avez compris, vous allez présenter des dépenses, il faut que ce soit cohérent avec vos capacités financières. Mais moi, dans le doute, j'ai plutôt tendance à conseiller de mettre toutes les dépenses que vous pensez liées au projet. Après, c'est notre travail à nous, BPI France, de considérer que, ouais, bah non, ça, c'est pas éligible, ça l'est, ça c'est DE, ça c'est RI. Mais vous, pensez le projet pas le plus gros possible, j'aime pas dire ça, mais en tout cas le plus complet possible, parce qu'on pourra toujours venir en moins, on ne pourra jamais venir en plus. Donc là, typiquement, vos études d'ingénierie, dans le doute, vous les mettez, hein, ça c'est clair, et après, c'est vraiment l'instructeur qui va aller regarder cette dépense-là et qui va considérer si oui ou non c'est éligible. Il a le dernier mot, c'est pour ça que je vous dis... je ne peux pas vous garantir à 100% quelles leçons, mais là, de ce que vous me dites, ça paraît quand même pas mal. Mais voilà, dans le doute, il vaut mieux les mettre. Parce qu'en revanche, on ne viendra pas les ajouter après. On est tenu par votre demande d'aide initiale. Parfait, merci. Je vous en prie. Alors Lionel, je vais prendre votre question. Si vous en avez une nouvelle, je vérifie d'abord que les personnes qui ne sont pas exprimées n'en ont pas d'autres. Donc n'hésitez pas à prendre la parole si vous n'avez pas posé de questions. J'attends quelques secondes. Oui, donc j'avais 2 questions. Une sur quelles sont vos références pour les échelles TRL du coup, et la seconde question, c'était sur l'ouverture, en fait, la durée. Est-ce que c'est un appel à projet qui va rester ouvert lorsque, après, il y aura la contractualisation avec les régions, ou sur le IDEMO territorialisé, ou ça sera... est-ce que la date de clôture, on est bien sur 2022, ou c'est quelque chose qui va perdurer en corrélation avec le IDEMO régionalisé, quoi. IDEMO et IDEMO régionalisé, c'est 2 choses différentes. On ne vient pas financer la même typologie de projet, on ne viendra pas financer la même typologie de projet. Donc, IDEMO, il a vocation à aller minimum donc jusqu'en mai 2022, ça c'est clair. Il a même vocation à perdurer pendant les 5 années qui arrivent. Attention, avec des conditions financières qui peuvent évoluer. En fait, on viendra, je ne sais pas comment le dire, mais on viendra toujours financer de la R&D collaborative sur des gros projets à plus de 4 millions d'euros dans du IDEMO national, mais potentiellement à des conditions financières de ce que vous avez aujourd'hui sous les yeux, hein, qui sont quand même des conditions financières très intéressantes et qui appartiennent aussi à un contexte de relance. IDEMO régionalisé, bon, il n'est pas encore lancé, mais de toute façon, s'il vient financer des projets, il vient financer des projets qui sont plus petits. En termes de budget. Donc, c'est pas la même chose. Donc, dans tous les cas, IDEMO, il existe au national, il a vocation à perdurer dans le temps, il a vocation potentiellement à avoir des conditions financières différentes à partir de mai 2022, ou pas,
si l'État peut-être veut aussi mettre les mêmes conditions, il décidera de mettre les mêmes conditions. Mais en tout cas, ces deux dispositifs qui sont qui vivent en parallèle, qui ne financent pas les mêmes types de projets pour moi, et qui n'ont pas d'impact. Enfin, ils n'ont pas d'impact, c'est ça que je veux vous dire. Les dates d'ouverture, Julie, de ces API démo-région? Ah non, alors je vous avoue que c'est pas encore arrivé chez moi. D'accord, ça marche. C'est parce que c'est une question qui était... Honnêtement, je pense qu'il ne faut pas tarder avant 2022. Hein. Ça dépend des régions. Alors oui, mais moi, je vous parle du niveau national pour moi. En fait, bon, les démos régionalisées, il y a effectivement des versions nationales et puis il y a aussi potentiellement des versions, pas comment dire, mais du coup, nationales régionalisées, je sais pas. Mais vous pouvez avoir des projets qui ont des partenaires sur plusieurs régions, potentiellement. Du coup, la question, c'est comment on traite ces projets-là. Je sais pas si c'est clair, mais... Alors, avant de prendre la question d'Hakim Feria sur PSPC Région, est-ce qu'il y aurait, puisqu'on approche de la fin, une ou deux dernières questions sur IDEMO ou IDEMO Europe, au niveau national, donc? Ça a l'air d'aller, et donc c'est que c'est très clair. Et du coup, Hakim Feria demandait, question hors sujet, quid des PSPC Région? Y a-t-il une date d'ouverture? Bon, je vais pas Voilà. vous En fait, demander... PSPC Région, c'est ce qu'on appelle IDEMO régionalisé. Hein. Voilà. L'ancien PSPC Région, a priori, est redéfini en IDEMO régionalisé, puisque vous savez, PSPC Région, ça venait de PSPC, que IDEMO, c'est le successeur de PSPC, donc la logique veut que IDEMO régionalisé soit le successeur de PSPC Région. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai aucune visibilité sur IDEMO régionalisé dans sa mise en œuvre. Il y a des choses qui sont en discussion, mais rien n'est acté, rien n'est décidé, et alors encore moins les dates de relève. Dans tous les cas, on est le 15 octobre 2021. Il est impossible qu'il y ait une relève en 2021. Une ouverture, déjà, ça serait bien, mais une clôture, non. Donc, clôture en 2022. Quand je dis clôture, c'est relève de dossier, hein, donc c'est ce qui intéresse directement les boîtes. C'est parfait comme ça, entre niveau national et régional, c'est clarifié. Les anciens noms, les nouveaux noms, c'est pareil. Alors, je vois Alex Moop qui a toujours la main levée. Je ne sais pas si vous avez une question. Non, c'est un oubli de ma part, désolé. Pas de souci. Pas de souci, je vous laisse prendre la parole s'il y a une dernière question. Et sinon, on va pouvoir clôturer. Sinon, Julie, si vous aviez un dernier point de votre côté, je pense que vous avez beaucoup dit. Bah, mon dernier point, c'est vraiment celui-ci, c'est vraiment opérationnel, c'est vraiment quand vous... Bon, évidemment, vous avez des questions sur le cahier des charges, là, vous nous les posez à travers la boîte IDEMO, il n'y a pas de problème. Quand vous sentez que vous êtes vraiment intéressé par les conditions financières et que vous avez vraiment un projet en montage, que vous faites une première présentation, même si elle n'est pas du tout finalisée, hein, que c'est une V1, il ne faut pas hésiter à nous l'envoyer et nous, on essaie de vous mettre en relation. Bah déjà, on essaie de vous donner des conseils sur cette présentation-là, puis on vous met vraiment en relation avec l'expert BPI France du secteur de votre activité, et il va vraiment avec vous, avant le pré-dépôt, hein, voir si ça rentre bien, vous donner des conseils, vous dire attendez, attendez la prochaine clôture, ou non, il faut y aller là maintenant parce que vous êtes prêts, etc. Donc, on fait vraiment ce travail-là avant le dépôt. Donc, sachez qu'il ne faut vraiment pas hésiter à prendre contact avec nous. Et j'allais dire, a fortiori, sur IDEMO Europe, en fait, hein, parce que dès que vous avez identifié un appel à projet européen, ou même que vous avez vous êtes déjà en train de concevoir un dossier européen, il faut encore plus prendre contact avec nous pour qu'on ait bien ça en tête et qu'on essaie de faire les choses proprement. Voilà, ça c'est vraiment le point un peu où j'insiste et qui me semble d'ailleurs en plus très intéressant. Allez, comme il y a d'autres questions qui sont arrivées et qu'il nous reste 5 minutes, je vais prendre deux dernières. Donc
la question d'Anne-Marie et de Daniel et après on va devoir clôturer. Anne-Marie nous dit IDEMO Europe sous-entend qu'il est des partenaires européens, si oui, combien? Alors du coup là, ça va dépendre strictement de l'appel à projet européen qui est visé et de ses conditions. Hein. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Nous, par contre, que ce soit très très clair, je le précise, mais comme j'ai très souvent la question, avec de l'argent du PIA et de France Relance, nous ne finançons pas les partenaires étrangers. On finance les partenaires français. Les partenaires étrangers, eux, ils vont voir dans leur pays, au niveau de leur gouvernement, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme aide. Mais nous, sur le PIA et sur France Relance, on finance des partenaires français. Après qu'il y ait 2, 3, 5 partenaires européens, nous, on va forcément le prendre en compte dans la logique de projet, c'est-à-dire que quand on va évaluer le projet, on va l'évaluer dans sa totalité et non pas que sur la partie qu'on finance. On va regarder vraiment, est-ce que le projet il est intéressant dans toute son ampleur, dans toute sa grande partie. On va voir si effectivement il y a, je sais pas, 15 partenaires. Vous imaginez bien que nous, on va trouver ça intéressant, mais on va aussi se dire, en termes de coordination, c'est costaud. Donc du coup, c'est pas forcément un point en gestion de projet, en mise en œuvre, hein, en implémentation, c'est pas forcément le meilleur bonus. Voilà, pour le dire. Et Daniel, je vous laisse la question de conclusion. C'est pas une question de conclusion, c'est une question à propos de IDEMO Europe. J'ai cru comprendre que si le projet européen n'était pas accepté, ce qui est souvent le cas puisque les proportions sont assez faibles, ça faisait perdre le IDEMO Europe pour la partie française. Est-ce que j'ai bien compris? Non, c'est au niveau du IDEMO classique. Parce qu'en fait, comment dire, on accepte, contrairement à avant, que vous veniez nous présenter un projet qui ne soit pas autoporteur. Autoporteur, ça veut dire que la partie française, elle est pas, elle est dans une grande partie qui est européenne. Et en fait, si on voulait cette possibilité-là, c'est bien que le projet il est cohérent dans sa totalité et pas juste au niveau français. Donc du coup, là, on dit que ça s'arrête s'il y a un non au niveau européen. Le projet devient plus cohérent parce qu'on ne vous a pas obligé à être autoporteur en partie française. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous paraît clair? Ce que je vous dis, ouais. Oui, je comprends beaucoup mieux, effectivement. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Parce que, en fait, tout ça, ça vient du fait qu'avant, sur le PSPC, on disait le contraire, en fait. On disait, vous venez à PSPC si vous avez vraiment un projet PSPC. Tant mieux si après il y a un projet plus global au niveau européen. On s'est rendu compte que c'était pas forcément l'attente justement des entreprises. Donc du coup là nous on change la chose. On dit ok très bien, vous avez le droit de venir sans que ce soit autoporteur en partie française, mais du coup le pendant c'est que si vous êtes refusé au niveau européen, bah, ça veut dire que le projet a potentiellement plus de sens au niveau français. Ok. C'est pour ça qu'on a inséré cette phrase. Mais encore une fois, je pense que le mieux, c'est que si vous êtes dans un cas particulier comme ça de financement européen, de projet européen, il faut venir nous voir. On définit, est-ce que vraiment c'est autoporteur? Est-ce que ça l'est pas? On conseille l'État, on lui dit, écoute, là, ce projet-là, ok, il y a une partie européenne très importante, mais tu vois bien que si on finance déjà ce lot-là au niveau français, c'est bien, etc., etc. On n'est pas des machines, hein. D'accord. Non, mais, merci beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on est capable de faire beaucoup plus de dentelle, à mon avis, que sur des calls européens. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, Julie. Vraiment, un grand merci. C'était très dense. Il y a eu beaucoup de questions, donc c'était nécessaire. De toute façon, on pourra transmettre, je pense, votre présentation qui inclut votre contact. Donc c'est parfait. Je remercie également tous les participants qui ont activement contribué à rendre l'échange vivant. Et puis le webinaire donc vous sera transmis si vous avez besoin de vous en rappeler sur le site de Nextmove. Voilà, merci à toutes et tous. Bonne journée et bonne fin de semaine. Merci à tous. Merci à tous. Merci, au revoir.